Comme je suis heureux de vous avoir à ma table, dit-il. Si vous avez froid, nous pourrions nous installer à côté du calorifère. Ces messieurs vont bientôt partir, ils ont demandé leur addition. Quelqu'un se soucie de moi, se demande si j'ai froid. Je parle à un autre homme. Il y a des années que cela ne m'est arrivé. Ils s'en vont, voulez-vous que nous changions de place ? Les deux messieurs ont allumé des cigarettes. Ils sortent, les voilà dans l'air pur, au soleil. Ils passent le long des grandes vitres en tenant leur chapeau à deux mains. Ils rient, le vent ballonne leur manteau. Non, je ne veux pas changer de place, à quoi bon ? Et puis à travers les vitres, entre les toits blancs des cabines de bain, je vois la mer, verte et compacte. L'autodidacte a sorti de son portefeuille 2 rectangles de carton violet. Il les donnera tout à l'heure à la caisse. Je déchiffre à l'envers sur l'un d'eux. Maison Botanet, cuisine bourgeoise, le déjeuner à prix fixe 8 francs, hors d'œuvre au choix, viande garnie, fromage ou dessert, 140 francs les vins cachés. Ce type qui mange à la table ronde, près de la porte, je le reconnais maintenant. Il descend souvent à l'hôtel Printania. C'est un voyageur de commerce. De temps à autre, il pose sur moi, son regard attentif et souriant. Mais il ne me voit pas. Il est trop absorbé à épier ce qu'il mange. De l'autre côté de la caisse, 2 hommes rouges et trapus dégustent des moules en buvant du vin blanc. Le plus petit, qui a une mince moustache jaune, raconte une histoire dont il s'amuse lui-même. Il prend des temps et rit en montrant des dents éblouissantes. L'autre ne rit pas. Ses yeux sont durs. Mais il fait souvent oui avec la tête. Près de la fenêtre, un homme maigre et brun, aux traits distingués, avec de beaux cheveux blancs rejetés en arrière, lit pensivement son journal. Sur la banquette, à côté de lui, il a posé une serviette de cuir. Il boit de l'eau de Vichy. Dans un moment, tous ces gens vont sortir, alourdis par la nourriture, caressés par la brise, le pardessus grand ouvert, la tête un peu chaude, un peu bruissante. Ils marcheront le long de la balustrade en regardant les enfants sur la plage et les bateaux sur la mer. Ils iront à leur travail. Moi, je n'irai nulle part. Je n'ai pas de travail. L'autodidacte rit avec innocence et le soleil se joue dans ses rares cheveux. Voulez-vous choisir votre menu ? Il me tend la carte. J'ai droit à un hors-d'œuvre, au choix. 5 rondelles de saucisson ou des radis, ou des crevettes grises, ou un ravier de céleri rémoulade. Les escargots de Bourgogne sont supplémentés. Vous me donnerez un saucisson, dis-je, à la bonne. Il m'arrache la carte des mains. N'y a-t-il rien de meilleur ? Voilà des escargots de Bourgogne. C'est que je n'aime pas beaucoup les escargots. Ah, alors des huîtres. C'est 4 francs de plus, dit la bonne. Eh bien, des huîtres, mademoiselle, et des radis pour moi. Il m'explique en rougissant, j'aime beaucoup les radis. Moi aussi. Et ensuite, demande-t-il, je parcours la liste des viandes. Le bœuf en daube me tenterait, mais je sais d'avance que j'aurai du poulet chasseur. C'est la seule viande supplémentée. Vous donnerez, dit-il, un poulet chasseur à monsieur. Pour moi, un bœuf en daube, mademoiselle. Il retourne la carte. La liste des vins est au verso. Nous allons prendre du vin, dit-il d'un air un peu solennel. Eh bien, dit la bonne, on se dérange, hein, vous n'en buvez jamais. Mais je peux très bien supporter un verre de vin à l'occasion. Mademoiselle, voulez-vous nous donner une carafe de rosé d'Anjou ? L'autodidacte pose la carte, rompt son pain en petits morceaux et frotte son couvert avec sa serviette.
Il jette un coup d'œil sur l'homme aux cheveux blancs qui lit son journal. Puis il me sourit. À l'ordinaire, je viens ici avec un livre, quoiqu'un médecin me l'ait déconseillé. On mange trop vite, on ne mâche pas, mais j'ai un estomac d'autruche. Je peux avaler n'importe quoi. Pendant l'hiver de 1917, quand j'étais prisonnier, la nourriture était si mauvaise que tout le monde est tombé malade. Naturellement, je me suis fait porter malade comme les autres, mais je n'avais rien. Il a été prisonnier de guerre. C'est la première fois qu'il m'en parle. Je n'en reviens pas. Je ne puis me l'imaginer autrement qu'autodidacte. Où étiez-vous, prisonnier ? Il ne répond pas. Il a posé sa fourchette et me regarde avec une prodigieuse intensité. Il va me raconter ses ennuis. À présent, je me rappelle que quelque chose n'allait pas à la bibliothèque. Je suis tout oreille. Je ne demande qu'à m'apitoyer sur les ennuis des autres. Cela me changera. Je n'ai pas d'ennui, j'ai de l'argent comme un rentier, pas de chef, pas de femme, ni d'enfant. J'existe, c'est tout. Et c'est si vague, si métaphysique cet ennui-là que j'en ai honte. L'autodidacte n'a pas l'air de vouloir parler. Quel curieux regard il me jette. Ce n'est pas un regard pour voir, mais plutôt pour communion d'âme. L'âme de l'autodidacte est montée jusqu'à ces magnifiques yeux d'aveugle où est la fleur. Que la mienne en fasse autant, qu'elle vienne coller son nez aux vitres. Toutes deux se feront des politesses. Je ne veux pas de communion d'âme. Je ne suis pas tombé si bas. Je me recule, mais l'autodidacte avance le buste au-dessus de la table sans me quitter des yeux. Heureusement, la serveuse lui apporte ses radis. Il retombe sur sa chaise, son âme disparaît de ses yeux, il se met docilement à manger. Ça s'est arrangé, vos ennuis ? Il sursaute. Quels ennuis, monsieur ? Demande-t-il d'un air effaré. Vous savez bien, l'autre jour, vous m'en aviez parlé. Il rougit violemment. Ah ! Dit-il d'une voix sèche. Ah oui, l'autre jour, eh bien, c'est ce Corse, monsieur ce Corse de la bibliothèque. Il hésite une seconde fois avec un air têtu de brebis. Ce sont des ragots, monsieur, dont je ne veux pas vous importuner. Je n'insiste pas. Il mange sans qu'il y paraisse avec une rapidité extraordinaire. Il a déjà fini ses radis quand on m'apporte les huîtres. Il ne reste sur son assiette qu'un paquet de queues vertes et un peu de sel mouillé. Dehors, deux jeunes gens se sont arrêtés devant le menu qu'un cuisinier de carton leur présente de la main gauche. De la droite, il tient un poêle à frire. Ils hésitent. La femme a froid. Elle rentre le menton dans son col de fourrure. Le jeune homme se décide le premier. Il ouvre la porte et s'efface pour laisser passer sa compagne. Elle entre. Elle regarde autour d'elle, d'un air aimable et frissonne un peu. « Il fait chaud, dit-elle d'une voix grave. Le jeune homme referme la porte. « Messieurs, dames, dit-il. » L'autodidacte se retourne et dit gentiment « Messieurs, dames ?» Les autres clients ne répondent pas, mais le monsieur distingué baisse un peu son journal et scrute les nouveaux arrivants d'un regard profond. « Merci, ce n'est pas la peine. » Avant que la serveuse accourût pour l'aider et puis faire un geste, le jeune homme s'est souplement débarrassé de son imperméable. Il porte en guise de veston un blouson de cuir avec une fermeture éclair. La serveuse, un peu déçue, s'est tournée vers la jeune femme. Mais il la devance encore et aide, avec des gestes doux et précis, sa compagne à ôter son manteau. Ils s'asseyent près de nous, l'un contre l'autre. Ils n'ont pas l'air de se connaître depuis longtemps. La jeune femme a un visage las et pur, un peu boudeur. Elle enlève soudain son chapeau et secoue ses cheveux noirs en souriant. L'autodidacte les contemple longuement, avec bonté, puis se tourne vers moi et me fait un clin d'œil attendri, comme s'il voulait dire « Sont-ils beaux ?» Ils ne sont pas laids, ils se taisent, ils sont heureux d'être ensemble, heureux qu'on les voit ensemble quelquefois. Quand nous entrions, Annie et moi, dans un restaurant de Piccadilly,
Nous nous sentions les objets de contemplations attendries. Annie s'en agaçait, mais, je l'avoue, j'en étais un peu fier. Étonné surtout, je n'ai jamais eu l'air propret qui va si bien à ce jeune homme, et l'on ne peut même pas dire que ma laideur soit émouvante. Seulement nous étions jeunes, à présent j'ai l'âge de m'attendrir sur la jeunesse des autres. Je ne m'attendris pas. La femme a des yeux sombres et doux. Le jeune homme, une peau orangée, un peu grenu et un charmant petit menton volontaire. Il me touche, c'est vrai, mais il m'écœure aussi un peu. Je les sens si loin de moi. La chaleur les alanguit. Ils poursuivent en leur cœur un même rêve. Si doux, si faible, ils sont à l'aise et regardent avec confiance les murs jaunes, les gens. Ils trouvent que le monde est bien comme il est, tout juste comme il est, et chacun d'eux, provisoirement, puise le sens de sa vie dans celle de l'autre. Bientôt, à eux deux, ils ne feront plus qu'une seule vie, une vie lente et tiède qui n'aura plus du tout de sens, mais ils ne s'en apercevront pas. Ils ont l'air de s'intimider l'un l'autre. Pour finir, le jeune homme, d'un air gauche et irrésolu, prend du bout des doigts la main de sa compagne. Elle respire fortement et ils se penchent ensemble sur le menu. Oui, ils sont heureux. Et puis après, l'autodidacte prend l'air amusé, un peu mystérieux. « Je vous ai vu avant-hier. »« Où donc ?»« dit-il respectueusement taquin. Il me fait attendre un instant, puis « Vous sortiez du musée ?»« Ah oui, dis-je, pas avant-hier, samedi. » Avant-hier, je n'avais certes pas le cœur à courir les musées. Avez-vous vu cette fameuse reproduction en bois sculpté de l'attentat d'Orsini ? Je ne connais pas cela. Est-ce possible ? Elle est dans une petite salle, à droite en entrant. C'est l'ouvrage d'un insurgé de la commune qui vécut à Bouville jusqu'à l'amnistie, en se cachant dans un grenier. Il avait voulu s'embarquer pour l'Amérique, mais ici la police du port est bien faite. Un homme admirable. Il employa ses loisirs forcés à sculpter un grand panneau de chêne. Il n'avait pas d'autre instrument que son canif et une lime à ongles. Il faisait les morceaux délicats à la lime, les mains, les yeux. Le panneau a 1,50 m de long sur 1 mètre de large. Toute l'œuvre est d'un seul tenant. Il y a 70 personnages, chacun de la grandeur de ma main, sans compter les 2 chevaux qui traînent la voiture de l'empereur. Et les visages, monsieur, ces visages faits à la lime, ils ont tous de la physionomie, un air humain. Monsieur, si je puis me permettre, c'est un ouvrage qui vaut la peine d'être vu. Je ne veux pas m'engager. J'avais simplement voulu revoir les tableaux de Bordurin. L'autodidacte s'attriste brusquement. Ces portraits dans le grand salon, monsieur, dit-il avec un sourire tremblant. Je n'entends rien à la peinture. Certes, il ne m'échappe pas que Bordurin est un grand peintre. Je vois bien qu'il a de la touche, de la patte, comment dit-on. Mais le plaisir, monsieur, le plaisir esthétique m'est étranger. Je lui dis avec sympathie, moi c'est pareil pour la sculpture. Ah monsieur, hélas moi aussi, et pour la musique et pour la danse, pourtant je ne suis pas sans quelques connaissances. Eh bien c'est inconcevable, j'ai vu des jeunes gens qui ne savaient pas la moitié de ce que je sais et qui, placés devant un tableau, paraissaient éprouver du plaisir. Il devait faire semblant, dis-je d'un air encourageant. Peut-être. L'autodidacte rêve un moment. Ce qui me désole, ce n'est pas tant d'être privé d'une certaine espèce de jouissance, c'est plutôt que toute une branche de l'activité humaine me soit étrangère. Pourtant, je suis un homme, et les hommes ont fait ces tableaux. Il reprend soudain la voix changée. Monsieur, je me suis une fois risqué à penser que le beau n'était qu'une affaire de goût. N'y a-t-il pas des règles différentes pour chaque époque ? Voulez-vous me permettre, monsieur ? Je le vois avec surprise tirer de sa poche un carnet de cuir noir. Il le feuillette un instant, beaucoup de pages blanches, et de loin en loin, quelques lignes tracées à l'encre rouge. Il est devenu tout pâle.
Il a mis le carnet à plat sur la nappe. Et il pose sa grande main sur la page ouverte. Il tousse avec embarras. Il me vient parfois à l'esprit je n'ose dire des pensées, c'est très curieux. Je suis là, je lis et tout d'un coup. Je ne sais d'où cela vient, je suis comme illuminé. D'abord, je n'y prenais pas garde, puis je me suis résolu à faire l'achat d'un carnet. Il s'arrête et me regarde, il attend. Ah, dis-je. Monsieur, ces maximes sont naturellement provisoires, mon instruction n'est pas finie. Il prend le carnet dans ses mains tremblantes, il est très ému. Voici, justement, quelque chose sur la peinture. Je serais heureux si vous me permettiez de vous en donner lecture. Très volontiers, dis-je. Il lit. Personne ne croit plus ce que le XVIIIe siècle tenait pour vrai. Pourquoi voudrait-on que nous prissions encore plaisir aux œuvres qu'il tenait pour belles ? Il me regarde d'un air suppliant. « Que faut-il en penser, monsieur ? C'est peut-être un peu paradoxal. C'est que j'ai cru pouvoir donner à mon idée la forme d'une boutade. Eh bien, je trouve cela très intéressant. Est-ce que vous l'avez déjà lu quelque part ? Mais non, certainement. Vraiment jamais nulle part. Alors, monsieur, dit-il rembruni, c'est que cela n'est pas vrai. Si c'était vrai, quelqu'un l'aurait déjà pensé. Attendez donc, lui dis-je. Maintenant que j'y réfléchis, je crois que j'ai lu quelque chose comme cela. Ses yeux brillent, il tire son crayon. Chez quel auteur ? Me demande-t-il d'un ton précis. Chez Renan. Il est aux anges. Auriez-vous la bonté de me citer le passage exact ? Dit-il en suçant la pointe de son crayon. Oh, vous savez, j'ai lu ça il y a très longtemps. Oh, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Il écrit le nom de Renan sur son carnet au-dessous de sa maxime. Je me suis rencontré avec Renan. J'ai tracé le nom au crayon, explique-t-il d'un air ravi, mais je le repasserai ce soir à l'encre rouge. Il regarde un moment son carnet avec extase et attend qu'il me lise d'autres maximes. Mais il le referme avec précaution et l'enfouit dans sa poche. Sans doute juge-t-il que c'est assez de bonheur en une seule fois. Comme c'est agréable, dit-il d'un air intime, de pouvoir, quelquefois comme cela, causer avec abandon. Ce pavé, comme on pouvait le supposer, écrase notre languissante conversation. Un long silence suit. Depuis l'arrivée des deux jeunes gens, l'atmosphère du restaurant s'est transformée. Les deux hommes rouges se sont tus. Ils détaillent sans se gêner les charmes de la jeune femme. Le monsieur distingué a posé son journal et regarde le couple avec complaisance, presque avec complicité. Il pense que la vieillesse est sage, que la jeunesse est belle. Il hoche la tête avec une certaine coquetterie. Il sait bien qu'il est encore beau, admirablement conservé, qu'avec son teint brun et son corps mince, il peut encore séduire. Il joue à se sentir paternel. Les sentiments de la bonne paraissent plus simples. Elle s'est plantée devant les jeunes gens et les contemple bouche bée. Il parle à voix basse. On leur a servi des hors-d'œuvre, mais ils n'y touchent pas. En tendant l'oreille, je peux saisir des bribes de leur conversation. Je comprends mieux ce que dit la femme, de sa voix riche et voilée. Non, Jean, non. Pourquoi pas, murmure le jeune homme avec une vivacité passionnée. Je vous l'ai dit. Ce n'est pas une raison. Il y a quelques mots qui m'échappent, puis la jeune femme fait un charmant geste lassé. J'ai trop souvent essayé, j'ai passé l'âge. On peut recommencer sa vie. Je suis vieille, vous savez. Le jeune homme rit avec ironie. Elle reprend. Je ne pourrais pas supporter une déception. Il faut avoir confiance, dit le jeune homme. Là, comme vous êtes en ce moment, vous ne vivez pas. Elle soupire. Je sais.
regardez, Jeannette. Oui, dit-elle, avec une moue. Eh bien, moi, je trouve ça très beau, ce qu'elle a fait. Elle a eu du courage. Vous savez, dit la jeune femme, elle s'est plutôt précipitée sur l'occasion. Je vous dirais que si j'avais voulu, j'aurais eu des centaines d'occasions de ce genre. J'ai préféré attendre. Vous avez eu raison, dit-il tendrement. Vous avez eu raison de m'attendre. Elle rit à son tour. Qu'il va ! Je n'ai pas dit cela. Je ne les écoute plus, ils m'agacent. Ils vont coucher ensemble, ils le savent. Chacun d'eux sait que l'autre le sait, mais comme ils sont jeunes, chastes et décents, comme chacun veut conserver sa propre estime et celle de l'autre, comme l'amour est une grande chose poétique qu'il ne faut pas effaroucher, ils vont plusieurs fois la semaine dans les bals et dans les restaurants offrir le spectacle de leur petite danse rituelle et mécanique. Après tout, faut bien tuer le temps. Ils sont jeunes et bien bâtis, ils en ont encore pour une trentaine d'années. Alors ils ne se pressent pas, ils s'attardent et n'ont pas tort. Quand ils auront couché ensemble, il faudra qu'ils trouvent autre chose pour voiler l'énorme absurdité de leur existence tout de même. Est-il absolument nécessaire de mentir ? Je parcours la salle des yeux, c'est une farce. Tous ces gens sont assis avec des airs sérieux. Ils mangent. Non, ils ne mangent pas. Ils réparent leurs forces pour mener à bien la tâche qui leur incombe. Ils ont chacun leur petit entraînement personnel qui les empêche de s'apercevoir qu'ils existent. Il n'en est pas un qui ne se croit indispensable à quelqu'un ou à quelque chose. N'est-ce pas l'autodidacte qui me disait l'autre jour « Nul n'était mieux qualifié que nous pied pour entreprendre cette vaste synthèse. Chacun d'eux fait une petite chose et nul n'est mieux qualifié que lui pour la faire. Nul n'est mieux qualifié que le commis voyageur, là-bas, pour placer la pâte dentifrice Swan. Nul n'est mieux qualifié que cet intéressant jeune homme pour fouiller sous les jupes de sa voisine. Et moi, je suis parmi eux, et s'ils me regardent, ils doivent penser que nul n'est mieux qualifié que moi pour faire ce que je fais. Mais moi, je sais, je n'ai l'air de rien. Mais je sais que j'existe et qu'ils existent. Et si je connaissais l'art de persuader, j'irais m'asseoir auprès du beau monsieur à cheveux blancs et je lui dirais ce que c'est que l'existence. L'idée de la tête qu'il ferait, j'éclate de rire. L'autodidacte me regarde avec surprise. Je voudrais bien m'arrêter, mais je ne peux pas. Je ris aux larmes. « Vous êtes gai, monsieur ?» me dit l'autodidacte d'un air circonspect. « C'est ce que je pense, lui dis-je en riant, que nous voilà... tout ce temps que nous sommes à manger et à boire pour conserver notre précieuse existence et qu'il n'y a rien, aucune raison d'exister. » L'autodidacte est devenu grave. Il fait effort pour me comprendre. J'ai ri trop fort. J'ai vu plusieurs têtes qui se tournaient vers moi et puis je regrette d'en avoir tant dit. Après tout, ça ne regarde personne. Il répète lentement. Aucune raison d'exister. Vous voulez sans doute dire, monsieur, que la vie est sans but ? N'est-ce pas ce qu'on appelle le pessimisme ? Il réfléchit encore un instant, puis il dit avec douceur « J'ai lu il y a quelques années un livre d'un auteur américain. Il s'appelait « La vie vaut-elle d'être vécue ?» N'est-ce pas la question que vous vous posez ? Évidemment non, ce n'est pas la question que je me pose, mais je ne veux rien expliquer. Il concluait, me dit l'autodidacte d'un ton consolant, en faveur de l'optimisme volontaire. La vie a un sens si l'on veut bien lui en donner un. Il faut d'abord agir, se jeter dans une entreprise. Si ensuite on réfléchit, le soir on est jeté, on est engagé. Je ne sais ce que vous en pensez, monsieur. Rien, dis-je. Ou plutôt, je pense que c'est précisément l'espèce de mensonge que se font perpétuellement le commis voyageur, les deux jeunes gens et le monsieur aux cheveux blancs. L'autodidacte sourit avec un peu de malice et beaucoup de solennité. Aussi, n'est-ce pas mon avis ? Je pense que nous n'avons pas à chercher si loin le sens de notre vie. Ah ! Il y a un but, monsieur, il y a un but. Il y a les hommes. C'est juste, j'oubliais qu'il est humaniste. Il reste une seconde silencieux, le temps de faire disparaître proprement, inexorablement, la moitié de son bœuf en daube et toute une tranche de pain. Il y a les hommes. Il vient de se peindre tout entier, se tendre. Oui, mais il ne sait pas bien dire ça. Il a de l'âme plein les yeux, c'est indiscutable, mais l'âme ne suffit pas. J'ai fréquenté 3 fois des humanistes parisiens. 100 fois je les ai entendus dire «
Il y a les hommes. Et c'était autre chose. Virgan était inégalable. Il ôtait ses lunettes comme pour se montrer nu. Dans sa chair d'homme, il me fixait de ses yeux émouvants d'un lourd regard fatigué qui semblait me déshabiller pour saisir mon essence humaine. Puis il murmurait mélodieusement « Il y a les hommes, mon vieux, il y a les hommes » en donnant haut. Il y a une sorte de puissance gauche, comme si son amour des hommes, perpétuellement neuf et étonné, s'embarrassait de ses ailes géantes. Les mimiques de l'autodidacte n'ont pas acquis se vlouter. Son amour des hommes est naïf et barbare. Un humaniste de province. Les hommes, lui dis-je, les hommes. En tout cas, vous n'avez pas l'air de vous en soucier beaucoup. Vous êtes toujours seul, toujours le nez dans un livre. L'autodidacte bat des mains. Il se met à rire malicieusement. Vous faites erreur. Ah, monsieur, permettez-moi de vous le dire, quelle erreur. Il se recueille un instant et achève, avec discrétion, de déglutir. Son visage est radieux comme une aurore. Derrière lui, la jeune femme éclate d'un rire léger. Son compagnon s'est penché sur elle et lui parle à l'oreille. « Votre erreur n'est que trop naturelle, dit l'autodidacte. J'aurais dû vous dire depuis longtemps, mais je suis si timide, monsieur. Je cherchais une occasion. Elle est toute trouvée, lui dis-je poliment. Je le crois aussi, Monsieur, ce que je vais vous dire, il s'arrête en rougissant, mais peut-être que je vous importune. Je le rassure, il pousse un sourire de bonheur. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des hommes comme vous, monsieur, chez qui l'ampleur des vues se joint à la pénétration de l'intelligence. Voilà des mois que je voulais vous parler, vous expliquer ce que j'ai été, ce que je suis devenu. Son assiette est vide et nette, comme si on venait de la lui apporter. Je découvre soudain à côté de la mienne un petit plat d'étain où un pilon de poulet nage dans une sauce brune. Il faut manger ça. Je vous parlais tout à l'heure de ma captivité en Allemagne. C'est là que tout a commencé. Avant la guerre, j'étais seul et je ne m'en rendais pas compte. Je vivais avec mes parents qui étaient de bonnes gens, mais je ne m'entendais pas avec eux. Quand je pense à ces années-là, mais comment ai-je pu vivre ainsi ? J'étais mort, monsieur, et je ne m'en doutais pas. J'avais une collection de timbres-poste. Il me regarde et s'interrompt. « Monsieur, vous êtes pâle, vous avez l'air fatigué, je ne vous ennuie pas, au moins. Vous m'intéressez beaucoup. » La guerre est venue et je me suis engagé sans savoir pourquoi. Je suis resté 2 années sans comprendre, parce que la vie du front laissait peu de temps pour réfléchir et puis les soldats étaient trop grossiers. À la fin de 1917, j'ai été fait prisonnier. On m'a dit depuis que beaucoup de soldats ont retrouvé en captivité la foi de leur enfance. « Monsieur, » dit l'autodidacte en baissant les paupières sur ses prunelles enflammées, je ne crois pas en Dieu. Son existence est démentie par la science. Mais, dans le camp de concentration, j'ai appris à croire dans les hommes. Ils supportaient leur sort avec courage ? Oui, dit-il d'un air grave, il y avait cela aussi. D'ailleurs, nous étions bien traités, mais je voulais parler d'autre chose. Les derniers mois de la guerre, nous nous donnions plus guère de travail. Quand il pleuvait, on nous faisait entrer dans un grand hangar de planches où nous tenions à peu près 200, nous serrant. On fermait la porte, on nous laissait là presser les uns contre les autres dans une obscurité à peu près complète. Il hésite un instant. Je ne saurais vous expliquer, monsieur. Tous ces hommes étaient là. On les voyait à peine, mais on les sentait contre soi. On entendait le bruit de leur respiration. Une des premières fois qu'on nous enferma dans ce hangar, la presse était si forte que je crus d'abord que j'allais étouffer. Puis, subitement, une joie puissante s'éleva en moi. Je défaillais presque. Alors je sentis que j'aimais ces hommes
comme des frères. J'aurais voulu les embrasser tous. Depuis, chaque fois que j'y retournais, je connus la même joie. Il faut que je mange mon poulet qui doit être froid. L'autodidacte a fini depuis longtemps et la bonne attend pour changer les assiettes. Ce hangar avait revêtu à mes yeux un caractère sacré. Quelquefois j'ai réussi à tromper la surveillance de nos gardiens. Je m'y suis glissé tout seul. Et là, dans l'ombre, au souvenir des joies que j'y avais connues, je tombais dans une sorte d'extase. Les heures passaient, mais je n'y prenais pas garde. Il m'est arrivé de sangloter. Je dois être malade. Il n'y a pas d'autre façon d'expliquer cette formidable colère qui vient de me bouleverser. Oui, une colère de malade. Mes mains tremblaient. Le sang est monté à mon visage et pour finir, mes lèvres aussi se sont mises à trembler. Tout ça, simplement parce que le poulet était froid. Moi aussi d'ailleurs, j'étais froid et c'était le plus pénible. Je veux dire que le fond était resté comme il est depuis 36 heures, absolument froid, glacé. La colère m'a traversé en tourbillonnant. C'était quelque chose comme un frisson, un effort de ma conscience pour faire la réaction, pour lutter contre cet abaissement de température. Effort vain. Sans doute, j'aurais pour un rien roué de coups l'autodidacte ou la serveuse en les accablant d'injures, mais je ne serais pas entré tout entier dans le jeu. Ma rage se démenait à la surface et pendant un moment, j'eus l'impression pénible d'être un bloc de glace enveloppé de feu, omelette surprise. Cette agitation superficielle s'évanouit et j'entendis l'autodidacte qui disait « Tous les dimanches, j'allais à la messe. Monsieur, je n'ai jamais été croyant, mais ne pourrait-on pas dire que le vrai mystère de la messe, c'est la communion entre les hommes ? Un aumônier français, qui n'avait plus qu'un bras, célébrait l'office. Nous avions un harmonium. Nous écoutions debout, tête nue, et pendant que les sons de l'harmonium me transportaient, je me sentais ne faire qu'un avec tous les hommes qui m'entouraient. Ah, monsieur, comme j'ai pu aimer ces messes. À présent encore, en souvenir d'elles, je vais quelquefois à l'église, le dimanche matin. Nous avons, à Sainte-Cécile, un organiste remarquable. Vous avez dû souvent regretter cette vie. Oui, monsieur, en 1919, c'est l'année de ma libération. J'ai passé des mois très pénibles. Je ne savais que faire, je dépérissais. Partout où je voyais des hommes rassemblés, je me glissais dans leur groupe. Il m'est arrivé, ajoute-t-il en souriant, de suivre l'enterrement d'un inconnu. Un jour, de désespoir, j'ai jeté ma collection de timbres dans le feu, mais j'ai trouvé ma voie. Vraiment, quelqu'un m'a conseillé. Monsieur, je sais que je puis compter sur votre discrétion. Je suis, peut-être ne sont-ce pas vos idées, mais vous avez l'esprit si large, je suis socialiste. Il a baissé les yeux et ses longs cils palpitent. Depuis le mois de septembre 1921, je suis inscrit au Parti socialiste SFIO. Voilà ce que je voulais vous dire. Il rayonne de fierté. Il me regarde, la tête renversée en arrière, les yeux mi-clos. La bouche entrouverte, il a l'air d'un martyr. C'est très bien, dis-je, c'est très beau. Monsieur, je sais que vous m'approuveriez. Et comment pourrait-on blâmer quelqu'un qui vient vous dire « j'ai disposé de ma vie de telle et telle façon et à présent, je suis parfaitement heureux ». Il a écarté les bras et me présente ses paumes, les doigts tournés vers le sol, comme s'il allait recevoir les stigmates. Ses yeux sont vitreux. Je vois rouler dans sa bouche une masse sombre et rose. « Ah, dis-je, du moment que vous êtes heureux, heureux. » Son regard est gênant. Il a relevé les paupières, me fixe d'un air dur. « Vous allez pouvoir en juger, monsieur. Avant d'avoir pris cette décision, je me sentais dans une solitude si affreuse que j'ai songé au suicide. Ce qui m'a retenu, c'est l'idée que personne, absolument personne, ne serait ému de ma mort,
que je serais encore plus seul dans la mort que dans la vie. Il se redresse, ses joues se gonflent. Je ne suis plus seul, monsieur, plus jamais. Ah, vous connaissez beaucoup de monde, dis-je. Il sourit et je m'aperçois aussitôt de ma naïveté. Je veux dire que je ne me sens plus seul. Mais naturellement, monsieur, il n'est pas nécessaire que je sois avec quelqu'un. Pourtant, dis-je à la section socialiste, ah, j'y connais tout le monde, mais la plupart seulement de nom. Monsieur, dit-il avec espièglerie, est-ce qu'on est obligé de choisir ses compagnons de façon si étroite? Mes amis, ce sont tous les hommes. Quand je vais au bureau le matin, il y a devant moi, derrière moi, d'autres hommes qui vont à leur travail. Je les vois. Si j'osais, je leur sourirais. Je pense que je suis socialiste, qui sont tous le but de ma vie, de mes efforts et qui ne le savent pas encore. C'est une fête pour moi, monsieur. Il m'interroge de ses yeux, j'approuve en hochant la tête, mais je sens qu'il est un peu déçu, qu'il voudrait plus d'enthousiasme. Que puis-je faire? Est-ce ma faute si dans tout ce qu'il me dit, je reconnais au passage l'emprunt, la citation? Si je vois réapparaître pendant qu'il parle tous les humanistes que j'ai connus, hélas, j'en ai tant connu, l'humaniste radical, et tout particulièrement l'ami des fonctionnaires. L'humaniste dit de gauche a pour souci principal de garder les valeurs humaines. Il n'est d'aucun parti parce qu'il ne veut pas trahir l'humain, mais ses sympathies vont aux humbles. C'est aux humbles qu'il consacre sa belle culture classique. C'est en général un veuf qui a l'œil beau et toujours embué de larmes. Il pleure aux anniversaires, il aime aussi le chat, le chien, tous les mammifères supérieurs. L'écrivain communiste aime les hommes depuis le deuxième plan quinquennal. Il châtie parce qu'il aime. Pudique comme tous les forts, il sait cacher ses sentiments, mais il sait aussi par un regard, une inflexion de sa voix, faire pressentir derrière ses rudes paroles de justicier sa passion âpre et douce pour ses frères. L'humaniste catholique et le parvenu, le Benjamin, parle des hommes avec un air merveilleux. Quel beau conte de fées, dit-il, que la plus humble des vies, celle d'un docker londonien, d'une piqueuse de bottines. Il a choisi l'humanisme des anges. Il écrit, pour l'édification des anges, de longs romans tristes et beaux, qu'obtiennent fréquemment le prix Femina. Ça, ce sont les grands premiers rôles. Mais il y en a d'autres, une nuée d'autres, le philosophe humaniste, qui se penche sur ses frères comme un frère aîné. Quel sens de ses responsabilités? L'humaniste qui aime les hommes tels qu'ils sont, celui qui les aime tels qu'ils devraient être, celui qui veut les sauver avec leur agrément, et celui qui les sauvera malgré eux. Celui qui veut créer des mythes nouveaux et celui qui se contente des anciens, celui qui aime dans l'homme sa mort, celui qui aime dans l'homme sa vie. L'humaniste joyeux, qui a toujours le mot pour rire, l'humaniste sombre, qu'on rencontre surtout aux veillées funèbres. Ils se haïssent tous entre eux, en tant qu'individus naturellement, pas en tant qu'hommes. Mais l'autodidacte l'ignore. Il les a enfermés en lui comme des chats dans un sac de cuir et ils s'entre-déchirent sans qu'ils s'en aperçoivent. Il me regarde, déjà avec moins de confiance. « Est-ce que vous ne sentez pas cela comme moi, monsieur ?»« Mon Dieu !» Devant son air inquiet, un peu rancuneux, je regrette une seconde de l'avoir déçu, mais il reprend aimablement. « Je sais, vous avez vos recherches, vos livres, vous servez la même cause à votre façon. » Mes livres, mes recherches, l'imbécile, il ne pouvait faire de plus belle gaffe. Ce n'est pas pour cela que j'écris. À l'instant, le visage de l'autodidacte se transforme. On dirait qu'il a flairé l'ennemi. Je n'ai jamais vu cette expression « quelque chose est mort entre nous ». Il demande en feignant la surprise « si je ne suis pas indiscret, pourquoi donc écrivez-vous, monsieur ?» Eh bien, je ne sais pas, comme ça, pour écrire. Il a beau jeu de sourire, il pense qu'il m'a décontenancé. Écririez-vous dans une île déserte? N'écrit-on pas toujours pour être lu?
C'est par habitude qu'il a donné à sa phrase la tournure interrogative. En réalité, il affirme. Son vernis de douceur et de timidité s'est écaillé. Je ne le reconnais plus. Ses traits laissent paraître une lourde obstination. C'est un mur de suffisance. Je ne suis pas encore revenu de mon étonnement que je l'entende dire. Qu'on me dise, j'écris pour une certaine catégorie sociale, pour un groupe d'amis, à la bonne heure. Peut-être écrivez-vous pour la postérité, mais monsieur, en dépit de vous-même, vous écrivez pour quelqu'un. Il attend une réponse. Comme elle ne vient pas, il sourit faiblement. Peut-être que vous êtes misanthrope. Je sais ce que dissimule ce fallacieux effort de conciliation. Il me demande peu de choses, en somme, simplement d'accepter cette étiquette, mais c'est un piège. Si je consens, l'autodidacte triomphe. Je suis aussitôt tourné, ressaisi, dépassé, car l'humanisme reprend et fond ensemble toutes les attitudes humaines. Si l'on s'oppose à lui de front, on fait son jeu. Il vit de ses contraires. Il est une race de gens têtus et bornés, de brigands, qui perdent à tout coup contre lui toute leur violence, leur pire excès. Il les digère. Il en fait une lymphe blanche et mousseuse. Il a digéré l'anti-intellectualisme, le manichéisme, le mysticisme, le pessimisme, l'anarchisme, l'égotisme. Ce ne sont plus que des étapes, des pensées incomplètes qui ne trouvent leur justification qu'en lui. La misanthropie aussi tient sa place dans ce concert. Elle n'est qu'une dissonance nécessaire à l'harmonie du tout. Le misanthrope est homme. Il faut donc bien que l'humaniste soit misanthrope en quelque mesure, mais c'est un misanthrope scientifique, qui a su doser sa haine, qui ne hait d'abord les hommes que pour mieux pouvoir ensuite les aimer. Je ne veux pas qu'on m'intègre, ni que mon beau sang rouge aille engraisser cette bête lymphatique. Je ne commettrai pas la sottise de me dire anti-humaniste. Je ne suis pas humaniste, voilà tout. Je trouve, dis-je à l'autodidacte, qu'on ne peut pas plus haïr les hommes que les aimer. L'autodidacte me regarde d'un air protecteur et lointain. Il murmure, comme s'il ne prenait pas garde à ses paroles. Il faut les aimer, il faut les aimer. Qui faut-il aimer? Les gens qui sont ici? Ceux-là aussi. Tous. Il se retourne vers le couple à la radieuse jeunesse. Voilà ce qu'il faut aimer. Il contemple un moment le monsieur aux cheveux blancs, puis il ramène son regard sur moi. Je lis sur son visage une interrogation muette. Je fais non. De la tête, il a l'air de me prendre en pitié. Vous non plus, lui dis-je agacé. Vous ne les aimez pas. Vraiment, monsieur, est-ce que vous me permettez d'avoir un avis différent? Il est redevenu respectueux jusqu'au bout des ongles, mais il fait l'œil ironique de quelqu'un qui s'amuse énormément. Il me hait. J'aurais eu bien tort de m'attendrir. Sur ce maniaque, je l'interroge à mon tour. Alors ces deux jeunes gens derrière vous, vous les aimez? Il les regarde encore, il réfléchit. Vous voulez me faire dire, reprend-il soupçonneux, que je les aime sans les connaître? Eh bien, monsieur, je l'avoue, je ne les connais pas. À moins, justement, que l'amour me soit la vraie connaissance, ajoute-t-il avec un rire fat. Mais qu'est-ce que vous aimez? Je vois qu'ils sont jeunes, et c'est la jeunesse que j'aime en eux. Entre autres choses, monsieur. Il s'interrompt et prête l'oreille. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils disent? Si je comprends, le jeune homme, enhardi par la sympathie qui l'entoure, raconte d'une voix pleine un match de football que son équipe a gagné l'an dernier contre un club havrais. Il lui raconte une histoire, dis-je à l'autodidacte. Ah, je n'entends pas bien, mais j'entends les voix, la voix douce, la voix grave. Elles alternent, c'est si sympathique. Seulement moi, j'entends aussi ce qu'ils disent, malheureusement. Eh bien, ils jouent la comédie. Véritablement la comédie de la jeunesse, peut-être, demande-t-il avec ironie. Vous me permettrez, monsieur, de la trouver bien profitable. Est-ce qu'il suffit de la jouer pour revenir à leur âge?
Je reste sourd à son ironie, je poursuis, vous leur tournez le dos. Ce qu'ils disent vous échappe. De quelle couleur sont les cheveux de la jeune femme? Il se trouble. Eh bien, Il coule un regard vers les jeunes gens et reprend son assurance. Noir! Vous voyez bien. Comment? Vous voyez bien que vous ne les aimez pas, ces deux-là. Vous ne sauriez peut-être pas les reconnaître dans la rue. Ce sont des symboles pour vous. C'est pas du tout sur eux que vous êtes en train de vous attendrir. Vous vous attendrissez sur la jeunesse de l'homme, sur l'amour de l'homme et de la femme, sur la voie humaine. Eh bien, est-ce que ça n'existe pas? Certes non, ça n'existe pas. Ni la jeunesse, ni l'âge mûr, ni la vieillesse, ni la mort. Le visage de l'autodidacte, jaune et dur, comme un coin, s'est figé dans un tétanos réprobateur. Je poursuis néanmoins. C'est comme ce vieux monsieur derrière vous, qui boit de l'eau de Vichy. C'est l'homme mûr. Je suppose que vous aimez en lui. L'homme mûr, qui s'achemine avec courage vers son déclin et qui soigne sa mise, parce qu'il ne veut pas se laisser aller. Exactement, me dit-il avec défi. Et vous ne voyez pas que c'est un salaud? Il rit, il me trouve étourdi. Il jette un bref coup d'œil sur le beau visage encadré de cheveux blancs. « Mais monsieur, en admettant qu'il paraisse que vous dites, comment pouvez-vous juger cet homme sur sa mine? Un visage, monsieur, ne dit rien quand il est au repos. » Aveugle humaniste, ce visage est si parlant, si net, mais jamais leur âme tendre et abstraite ne s'est laissée toucher par le sens d'un visage. « Comment pouvez-vous, dit l'autodidacte, arrêter un homme, dire il est ceci ou cela? Qui peut épuiser un homme? Qui peut connaître les ressources d'un homme, épuiser un homme? Je salue au passage l'humanisme catholique, à qui l'autodidacte a emprunté sans le savoir cette formule. Je sais, lui dis-je, je sais que tous les hommes sont admirables, vous êtes admirable, je suis admirable en tant que créature de Dieu, naturellement. Il me regarde sans comprendre, puis avec un mince sourire. « Ah, vous plaisantez sans doute, monsieur, mais il est vrai que tous les hommes ont droit à notre admiration. C'est difficile, monsieur, très difficile d'être un homme. » Il a quitté sans s'en apercevoir l'amour des hommes en Christ. Il hoche la tête et par un curieux phénomène de mimétisme, il ressemble à ce pauvre Guéhenno. « Excusez-moi, lui dis-je, mais alors je ne suis pas bien sûr d'être un homme. Je n'avais jamais trouvé ça bien difficile, il me semblait qu'on n'avait qu'à se laisser aller. » L'autodidacte rit franchement, mais ses yeux restent mauvais. « Vous êtes trop modeste, monsieur. Pour supporter votre condition, la condition humaine, vous avez besoin, comme tout le monde, de beaucoup de courage. Monsieur, l'instant qui vient peut être celui de votre mort. Vous le savez, et vous pouvez sourire, voyons, n'est-ce pas admirable? Dans la plus insignifiante de vos actions, ajoute-t-il avec aigreur, il y a une immensité d'héroïsme. Et comme dessert, messieurs, dit la bonne. L'autodidacte est tout blanc, ses paupières sont baissées à demi sur des yeux de pierre. Il fait un faible geste de la main comme pour m'inviter à choisir. « Un fromage !» dis-je avec héroïsme. « Et monsieur ?» Il sursaute. « Hein? Ah oui, je ne prendrai rien, j'ai fini. »« Louise !» Les deux gros hommes paient et s'en vont. Il y en a un qui boite. Le patron les reconduit à la porte. Ce sont des clients d'importance. On leur a servi une bouteille de vin dans un seau à glace. Je contemple l'autodidacte avec un peu de remords. Il s'est complu toute la semaine à imaginer ce déjeuner où il pourrait faire part à un autre homme de son amour des hommes. Il a si rarement l'occasion de parler. Et voilà, je vais gâcher son plaisir. Au fond, il est aussi seul que moi. Personne ne se soucie de lui. Seulement, il ne se rend pas compte de sa solitude. Eh bien oui, mais ce n'était pas à moi de lui ouvrir les yeux. Je me sens très mal à l'aise. Je rage, c'est vrai, mais pas contre lui, contre les Virgans et les autres, tous ceux qui ont empoisonné cette pauvre cervelle. Si je pouvais les tenir là devant moi, j'aurais tant à leur dire. À l'autodidacte, je ne dirais rien, je n'ai pour lui que de la sympathie. C'est quelqu'un dans le genre de monsieur Achille, quelqu'un de mon bord,
qui a trahi par ignorance, par bonne volonté. Un éclat de rire de l'autodidacte me tire de mes rêveries moroses. Vous m'excuserez, mais quand je pense à la profondeur de mon amour pour les hommes, à la force des élans qui m'emportent vers eux et que je nous vois là, en train de raisonner, d'argumenter, cela me donne envie de rire. Je me tais, je souris d'un air contraint. La bonne pose devant moi une assiette avec un bout de camembert crayeux. Je parcours la salle du regard et un violent dégoût m'envahit. Que fais-je ici? Qu'ai-je été me mêler à des discourir sur l'humanisme? Pourquoi ces gens sont-ils là? Pourquoi mangent-ils? C'est vrai qu'ils ne savent pas, eux, qu'ils existent. J'ai envie de partir, de m'en aller quelque part où je serais vraiment à ma place, où je m'emboîterais. Mais ma place n'est nulle part, je suis trop. L'autodidacte se radoucit. Il avait craint plus de résistance de ma part. Il veut bien passer l'éponge. C'est tout ce que j'ai dit. Il se penche vers moi d'un air confidentiel. Au fond, vous les aimez, monsieur. Vous les aimez comme moi. Nous sommes séparés par des mots. Je ne peux plus parler. J'incline la tête. Le visage de l'autodidacte est tout contre le mien. Il sourit d'un air fat tout contre mon visage comme dans des cauchemars. Je mâche péniblement un morceau de pain et je me décide pas à avaler les hommes. Il faut les aimer, les hommes. Les hommes sont admirables. J'ai envie de vomir. Et tout d'un coup, ça y est, la nausée. Une belle crise. Ça me secoue de haut en bas. Il y a 1 heure que je la voyais venir. Seulement, je ne voulais pas me l'avouer, ce goût de fromage dans ma bouche. L'autodidacte babille et sa voix bourdonne doucement à mes oreilles, mais je ne sais plus du tout de quoi il parle. J'approuve machinalement de la tête. Ma main est crispée sur le manche du couteau à dessert. Je sens ce manche de bois noir. C'est ma main qui le tient, ma main. Personnellement, je laisserais plutôt ce couteau tranquille. À quoi bon toujours toucher quelque chose? Les objets ne sont pas faits pour qu'on les touche. Il vaut bien mieux se glisser entre eux, en les évitant le plus possible. Quelquefois, on en prend un dans sa main et on est obligé de le lâcher au plus vite. Le couteau tombe sur l'assiette. Au bruit, le monsieur aux cheveux blancs sursaute et me regarde. Je reprends le couteau, j'appuie la lame contre la table et je la fais plier. C'est donc ça la nausée, cette aveuglante évidence. Me suis-je creusé la tête? En ai-je écrit? Maintenant je sais. J'existe, le monde existe, et je sais que le monde existe, c'est tout, mais ça m'est égal. C'est étrange que tout me soit aussi égal, ça m'effraie. C'est depuis ce fameux jour où je voulais faire des ricochets, j'allais lancer ce galet, je l'ai regardé, et c'est alors que tout a commencé. J'ai senti qu'il existait. Et puis après ça, il y a eu d'autres nausées. De temps en temps, les objets se mettent à vous exister dans la main. Il y a eu la nausée du rendez-vous des cheminots. Et puis une autre, avant une nuit que je regardais par la fenêtre, et puis une autre au jardin public, un dimanche, et puis d'autres. Mais jamais ça n'avait été aussi fort qu'aujourd'hui. De la Rome antique, monsieur. L'autodidacte m'interroge, je crois. Je me tourne vers lui, je lui souris. Eh bien, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi est-ce qu'il se recroqueville sur sa chaise? Je fais donc peur à présent, ça devait finir comme ça. D'ailleurs, ça m'est égal, ils n'ont pas tout à fait tort d'avoir peur. Je sens bien que je pourrais faire n'importe quoi. Par exemple, enfoncer ce couteau à fromage dans l'œil de l'autodidacte. Après ça, tous ces gens me piétineraient, me casseraient les dents à coups de soulier. Mais ce n'est pas ça qui m'arrête. Un goût de sang dans la bouche au lieu de ce goût de fromage, ça ne fait pas de différence. Seulement, il faudrait faire un geste. Donner naissance à un événement superflu. Il serait de trop le cri que pousserait l'autodidacte et le sang qui coulerait sur sa joue et le sursaut de tous ces gens. Il y a bien assez de choses qui existent comme ça. Tout le monde me regarde. Les 2 représentants de la jeunesse ont interrompu leur doux entretien. La femme a la bouche ouverte en cul de poule. Il devrait bien voir pourtant que je suis inoffensif. Je me lève. Tout tourne autour de moi. L'autodidacte me fixe de ses grands yeux que je ne crèverai pas. « Vous partez, murmure-t-il. Je suis un peu fatigué. Vous êtes très gentil de m'avoir invité. Au revoir. » En partant, je m'aperçois que j'ai gardé dans la main gauche le couteau à dessert. Je le jette sur mon assiette qui se met à teinter. Je traverse la salle au milieu du silence. Ils ne mangent plus. Ils me regardent. Ils ont l'appétit coupé. Si je m'avançais vers la jeune femme en faisant « Hon !» elle se mettrait à hurler, c'est sûr, ce n'est pas la peine. Tout de même, avant de sortir, je me retourne et j'en fais voir mon visage pour qu'ils puissent le graver en leur mémoire. Au revoir, messieurs, dames.
Ils ne répondent pas, je m'en vais. À présent, leurs joues vont reprendre des couleurs. Ils vont se mettre à jacasser. Je ne sais pas où aller. Je reste planté à côté du cuisinier de carton. Je n'ai pas besoin de me retourner pour savoir qui me regarde à travers les vitres. Ils regardent mon dos avec surprise et dégoût. Ils croyaient que j'étais comme eux, que j'étais un homme et je les ai trompés. Tout d'un coup, j'ai perdu mon apparence d'homme et ils ont vu un crabe qui s'échappait à reculons de cette salle si humaine. À présent, l'intrus démasqué s'est enfui. La séance continue. Ça m'agace de sentir dans mon dos tout ce grouillement d'yeux et de pensée effarée. Je traverse la chaussée, le trottoir longe la plage et les cabines de bain. Il y a beaucoup de gens qui se promènent au bord de la mer, qui tournent vers la mer, des visages printaniers, poétiques. C'est à cause du soleil, ils sont en fête. Il y a des femmes en clair qui ont mis leur toilette du printemps dernier. Elles passent longues et blanches comme des gants de chevreaux glacés. Et il y a aussi de grands garçons qui vont au lycée, à l'école de commerce des vieillards, décorés. Ils ne se connaissent pas. Ils se regardent d'un air de connivence parce qu'il fait si beau et qu'ils sont des hommes. Les hommes s'embrassent sans se connaître, les jours de déclaration de guerre. Ils se sourient à chaque printemps. Un prêtre s'avance à plat lent en lisant son bréviaire. Par instant, il lève la tête et regarde la mer d'un air approbateur. La mer aussi est un bréviaire. Elle parle de Dieu, couleur légère, léger parfum, âme de printemps. Il fait beau, la mer est verte, j'aime mieux ce froid sec que l'humidité. Poète. Si j'en prenais un par le revers de son manteau, si je lui disais « Viens à mon aide », il penserait « Qu'est-ce que c'est que ce crabe ?» et s'enfuirait en laissant son manteau entre mes mains. Je leur tourne le dos, je m'appuie des deux mains à la balustrade. La vraie mer est froide et noire, pleine de bêtes. Elle rampe sous cette mince pellicule verte qui est faite pour tromper les gens. Les sylphes qui m'entourent s'y sont laissés prendre. Ils ne voient que la mince pellicule. C'est elle qui prouve l'existence de Dieu. Mais moi, je vois le dessous. Les vernis fondent, les brillantes petites peaux veloutées, les petites peaux de pêche du bon Dieu pètent de partout sous mon regard. Elles se fendent et s'entrebâillent. Voilà le tramway de Saint-Élémire. Je tourne sur moi et les choses tournent avec moi, pâles et vertes comme des huîtres. Inutile, c'était inutile de sauter dedans puisque je veux aller nulle part. Derrière les vitres, des objets bleuâtres défilent, tout roides et cassant par saccades des gens des murs. Par ses fenêtres ouvertes, une maison m'offre son cœur noir. Et les vitres pâlissent, bleuissent tout ce qui est noir, bleuissent ce grand logement de briques jaunes qui s'avance en hésitant, en frissonnant et qui s'arrête tout d'un coup en piquant du nez. Un monsieur monte et s'assied en face de moi. Le bâtiment jaune repart, il se glisse d'un bond contre les vitres, il est si près qu'on n'en voit plus qu'une partie, il s'est assombri. Les vitres tremblent. Il s'élève, écrasant bien plus haut qu'on ne peut voir, avec des centaines de fenêtres ouvertes sur des cœurs noirs. Il glisse le long de la boîte, il la frôle. La nuit s'est faite entre les vitres qui tremblent. Il glisse interminablement, jaune comme de la boue. Et les vitres sont bleues de ciel. Et tout d'un coup, il n'est plus là. Il est resté en arrière. Une vive clarté grise envahit la boîte et se répand partout avec une inexorable justice. C'est le ciel. À travers les vitres, on voit encore des épaisseurs et des épaisseurs de ciel parce qu'on monte la côte Éliphar et qu'on voit clair des deux côtés, à droite jusqu'à la mer, à gauche jusqu'au champ d'aviation, défense de fumée, même une gitane. J'appuie ma main sur la banquette, mais je la retire précipitamment. Ça existe. Cette chose sur quoi je suis assis, sur quoi j'ai appuyé ma main, s'appelle une banquette. Ils l'ont faite tout exprès pour qu'on puisse s'asseoir. Ils ont pris du cuir, des ressorts, de l'étoffe. Ils se sont mis au travail avec l'idée de faire un siège et quand ils ont eu fini, c'était ça qu'ils avaient fait. Ils ont porté ça ici, dans cette boîte. Et la boîte roule et cahote à présent avec ses vitres tremblantes et elle porte dans ses flancs cette chose rouge. Je murmure « C'est une banquette !» un peu comme un exorcisme. Mais le mot reste sur mes lèvres. Il refuse d'aller se poser sur la chose. Elle reste ce qu'elle est. Avec sa pluche rouge, mis des petites pattes rouges, en l'air, toutes raides de petites pattes mortes. Cette énorme vente tournée en l'air sanglant, ballonnée pour souffler avec toutes ces pattes mortes, vente qui flottent dans cette boîte dans le ciel gris. Ce n'est pas une banquette. Ça pourrait tout aussi bien être un âne, mort, par exemple, ballonné par l'eau et qui flotte à la dérive. Le ventre en l'air dans un grand fleuve gris, un fleuve d'inondation. Et moi je serais assis sur le ventre de l'âne, et mes pieds tremperaient dans l'eau claire.
Les choses se sont délivrées de leur nom. Elles sont la grotesque têtue géante et ça paraît imbécile de les appeler des banquettes ou de dire quoi que ce soit sur elles. Je suis au milieu des choses, les innommables, seules sans mots, sans défense. Elles m'environnent sous moi, derrière moi, au-dessus de moi. Elles n'exigent rien. Elles ne s'imposent pas, elles sont là, sous le coussin de la banquette contre la paroi des bois. Il y a une petite ligne d'ombre, une petite ligne noire qui court le long de la banquette d'un air mystérieux et espiègle, presque un sourire. Je sais très bien que ça n'est pas un sourire. Et cependant, ça existe. Ça court sur les vitres blanchâtres, sous le teint d'avare des vitres. Ça s'obstine sous les images bleues qui défilent derrière les vitres et s'arrêtent et repartent. Ça s'obstine. Mais comme le souvenir imprécis d'un sourire, comme un mot à demi oublié dont on ne se rappelle que la première syllabe, et le mieux qu'on puisse faire, c'est de détourner les yeux et de penser à autre chose, à cet homme à demi couché sur la banquette en face de moi, là. Sa tête de terre cuite, aux yeux bleus, toute la droite de son corps s'est affaisée. Le bras droit est collé au corps. Le côté droit vit à peine, avec avarice, comme s'il était paralysé, mais sur tout le côté gauche, il y a une petite existence parasite qui prolifère un chancre. Le bras s'est mis à trembler, et puis s'est élevé, et la main était raide au bout. Et puis la main s'est mise aussi à trembler. Et quand elle est arrivée à la hauteur du crâne, un doigt s'est tendu et s'est mis à gratter le cuir chevelu de l'ongle. Une espèce de grimace voluptueuse est venue habiter le côté droit de la bouche et le côté gauche restait mort. Les vitres tremblent, le bras tremble, l'ongle gratte, la bouche sourit sous les yeux fixes et l'homme supporte, sans s'en apercevoir, cette petite existence qui gonfle son côté droit, qui a emprunté son bras droit et sa joue droite pour se réaliser. Le receveur me barre le chemin. « Attendez l'arrêt !» Mais je le repousse et je saute hors du tramway. Je n'en pouvais plus. Je ne pouvais plus supporter que les choses fussent si proches. Je pousse une grille. J'entre. Des existences légères bondissent d'un saut et se perchent sur les cimes. À présent, je me reconnais. Je sais où je suis. Je suis au jardin public. Je me laisse tomber sur un banc, entre les grands troncs noirs, entre les mains noires et noueuses qui se tendent vers le ciel. Un arbre gratte la terre sous mes pieds d'un ongle noir. Je voudrais tant me laisser aller, m'oublier, dormir. Mais je ne peux pas, je suffoque. L'existence me pénètre de partout, par les yeux, par le nez, par la bouche. Et tout d'un coup, d'un seul coup, le voile se déchire. J'ai compris, j'ai vu.